Bienvenue sur ma chaîne Le Monde de la Science-Fiction. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. La lumière rougeâtre des balises d'urgence de la station orbitale projetait des ombres étranges sur le champ de débris flottant. Eliane rajusta sa combinaison environnementale usée, dont les coudes élimés témoignaient des années passées à ramper dans des espaces confinés à la recherche de technologies récupérables. Sa respiration résonnait dans son casque, tandis qu'il se propulsait d'un morceau de ferraille à l'autre, ses bottes magnétiques claquant contre les surfaces métalliques à chaque pas mesuré. « Allez, quelque chose de valable aujourd'hui !» murmura-t-il en scrutant le secteur de ses yeux exercés. « Juste une trouvaille correcte. » Cette zone de la ceinture de débris venait d'être ouverte au pillage, suite à la désintégration d'un ancien satellite militaire de stockage qui avait finalement perdu son orbite. Les autorités de surveillance avaient déjà prélevé ce qu'elles jugeaient précieux, mais Eliane savait par expérience que leur définition de l'inutile laissait souvent des opportunités pour ceux assez désespérés pour chercher. Son scanner émit un bip discret, détectant une signature énergétique, faible mais présente. Eliane suivit le signal jusqu'à un amas de métal tordu qui avait peut-être été un compartiment de stockage. Utilisant son découpeur plasma, il trancha soigneusement les panneaux déformés, révélant un conteneur scellé à l'intérieur. Son cœur s'accéléra tandis qu'il l'ouvrait de force, espérant des fournitures médicales ou des cellules énergétiques, des articles qui rapporteraient assez de crédit pour le nourrir pendant des mois. À la place, il trouva un casque. C'était du matériel militaire. Cela sautait aux yeux, avec une conception qu'il n'avait jamais vue auparavant. Pas d'origine impériale, ni d'aucune des colonies frontalières. La surface était poussiéreuse mais intacte. Un composite de graphène sombre avec d'étranges marquages bleus le long des côtés. Il semblait ancien et pourtant d'une façon inexplicable, parfaitement préservé. En le retournant dans ses mains, quelque chose attira son attention. Un petit symbole gravé à la base du casque, partiellement dissimulé sous des couches de crasse. Ce n'était pas une désignation militaire, ni un insigne de grade. C'était plus simple, presque grossier comparé à la précision de fabrication du casque. Le symbole semblait avoir été sculpté à la main. Deux croissants se faisant face, reliés par une ligne unique, comme deux mondes unis par un pont. Eliane fronça les sourcils en observant la marque. Le matériel militaire le mettait toujours mal à l'aise. Ses parents étaient morts lors d'une des rébellions frontalières, victimes d'un conflit dans lequel il n'avait aucun intérêt. Il avait grandi en entendant des histoires de commandants qui envoyaient des milliers d'hommes à la mort pendant qu'ils observaient depuis l'orbite. La guerre le dégoûtait, le gaspillage, la destruction insensée, l'obéissance aveugle. Mieux que rien, soupira Eliane en le fixant à son sac de collecte malgré ses réticences. Le casque valait quelque chose pour les collectionneurs, au moins. Les artefacts militaires l'étaient toujours, même si leurs origines baignaient dans le sang. De retour dans son module d'habitation exigu, Eliane examina sa trouvaille sous la lumière blanche impitoyable de son établi. Le casque était plus lourd qu'il n'y paraissait, avec un système interne bien plus complexe que le simple respirateur qu'il portait lors de ses expéditions de récupération. Avec curiosité, il essuya des décennies de poussière et de saleté avec un chiffon de nettoyage, révélant un panneau d'activation près de la base. Probablement mort de toute façon, marmonna-t-il, mais il pressa néanmoins le panneau. À sa stupéfaction, une lumière bleue scintilla sur l'écran intérieur. Puis une voix artificielle nette émana de l'intérieur. Interface neurale détectée. Scan en cours. Signature génétique identifiée. Eliane se figea, sa main toujours posée sur le casque. C'était du matériel militaire. Dangereux. Possiblement illégal. Il devrait le signaler. Ou mieux encore, le rejeter dans le champ de débris et oublier qu'il l'avait jamais trouvé. Avant qu'il ne puisse décider, la voix parla à nouveau. Plus humaine cette fois, presque chaleureuse.
Bienvenue, commandant. Vous avez été tué il y a 412 ans. Le souffle d'Eliane se bloqua dans sa gorge. Quoi? Il souleva le casque, le tournant dans ses mains. Contre son meilleur jugement, il le glissa sur sa tête. Le monde explosa en lumière et en douleur. Son esprit se remplit d'images. Une bataille sur une planète à la géographie inconnue. Le ciel d'un bleu éclatant strié de tirs de plasma. La sensation de sang, chaud et collant, mais d'une certaine façon pas le sien. Des visages de créatures qu'il n'avait jamais vues, à la peau bleue avec des yeux comme de l'argent liquide, hurlant des ordres, tandis que des vaisseaux brûlaient en orbite au-dessus d'eux. Puis l'obscurité. Lorsqu'il reprit conscience, il était étendu sur le sol, le casque toujours fixé à sa tête, murmurant maintenant un flux constant de codes militaires et d'évaluations tactiques. Son cœur martelait dans sa poitrine, mais le plus étrange était la sensation de calme qui le submergeait, une certitude qu'il n'avait jamais possédée auparavant. Un souvenir traversa son esprit, sauf que ce n'était pas son souvenir. Du sang s'accumulant sous des bottes de combat, l'odeur âcre d'électronique brûlée, un soldat à la peau bleue mourant dans ses bras, des yeux argentés s'éteignant, tandis que la vie s'échappait. « Non !» haleta Eliane en se tenant la tête. « Ce n'est pas moi, ce n'est pas mon souvenir. » Sans décision consciente, son corps se déplaça vers la console de communication dans son module. Ses doigts dansèrent sur les commandes avec une efficacité pratiquée, contournant des protocoles de sécurité qu'il n'avait jamais appris. Une partie de lui observait avec horreur, tandis qu'une autre partie, une présence étrangère et envahissante, prenait le contrôle. « Signal détecté », annonça le casque. « Balise de détresse active. Signature de flotte confirmée. »« Quelle flotte ?» demanda Eliane, sa voix tremblante. « Qu'est-ce que je fais? Arrête !» Il essaya de s'éloigner de la console, mais ses mains continuèrent leur travail, guidées par une mémoire musculaire qui n'était pas la sienne. « Exécution du protocole final », répondit le casque. « La contingence du commandant. Attendre les survivants. » Une carte se matérialisa dans sa vision, projetée sur la visière du casque, un secteur lointain, non marqué sur aucune carte qu'il avait jamais vue, avec une lumière pulsante indiquant la source du signal. « Ça n'a aucun sens », marmonna Eliane. Reprenant finalement le contrôle de ses mains, il recula de la console, tremblant. « Je ne suis pas un commandant, je suis un récupérateur. » Il surprit son reflet sur un écran sombre, son visage, mais avec une expression qu'il n'avait jamais portée, une dureté dans les yeux qui ne lui appartenait pas. « Si je ne suis pas le commandant, murmura-t-il, alors qui est celui qui se souvient de la douleur de la mort de quelqu'un d'autre? Où s'arrête ma pensée et où commence la sienne? » Mais même en parlant, son esprit se remplissait d'analyses tactiques, d'évaluations de champs de bataille et de manœuvres de combat qu'il n'avait jamais apprises. Son corps se tendait avec une mémoire musculaire qui n'était pas la sienne. Ses mains cherchaient des armes qu'il n'avait jamais portées. Le système du casque émit un avertissement urgent. Satellite défensif activé, armes verrouillées, action d'évasion recommandée. Eliane jeta un coup d'œil à son scanner et sentit son sang se glacer. Un ancien drone de défense en sommeil depuis des siècles s'était mis en ligne en orbite au-dessus de lui et il ciblait sa position. « Non, non, non !» balbutia-t-il en titubant vers la porte. Il devait atteindre son vaisseau, un transporteur de récupération à peine digne du carburant qu'il brûlait, mais assez rapide pour distancer les vaisseaux de poursuite standard. Il atteignit la baie d'amarrage juste au moment où la première impulsion énergétique frappa la station, secouant la structure et envoyant des débris pleuvoir autour de lui. Des alarmes retentirent tandis que les champs de confinement atmosphérique fluctuaient. Eliane lança son vaisseau à une vitesse imprudente, le casque continuant à lui fournir des trajectoires de vol et des tactiques d'évasion. Pendant un instant, il pensa pouvoir s'échapper. Puis 3 faisceaux d'énergie convergèrent sur le moteur tribord de son vaisseau.
Le vaisseau partit en vrille hors de contrôle, plongeant vers la surface de la planète. L'impact fut un mélange flou de métal et de douleur. Quand Eliane reprit conscience, il se retrouva coincé dans l'épave de son vaisseau. L'étrange casque était fissuré, mais toujours fonctionnel. Du sang coulait sur son front, tandis qu'il luttait pour se libérer du métal tordu. Une ombre tomba sur l'écran de visualisation brisé. Eliane leva les yeux pour voir une silhouette découpée contre la lumière crue du soleil, grande et élancée, tenant ce qui semblait être une arme énergétique courbée. Alors que sa vision s'éclaircissait, il réalisa avec un choc que la silhouette avait la peau bleue, exactement comme les extraterrestres dans les visions qu'il avait submergées lorsqu'il avait mis le casque pour la première fois. L'extraterrestre s'approcha prudemment, arme levée. C'était une femelle, réalisa-t-il, avec des yeux argentés qui le regardaient avec un mélange de suspicion et d'incrédulité. Elle portait une armure de combat qui semblait à la fois ancienne et avancée, marquée des mêmes symboles bleus qui ornaient le casque. « Tu portes son visage », dit-elle, sa voix accentuée mais compréhensible. « Comment est-ce possible ?»« Je ne sais pas de quoi vous parlez, » haleta Eliane, luttant toujours pour se libérer. « S'il vous plaît, aidez-moi. » Soudain, l'expression de l'extraterrestre se transforma de la suspicion en une rage brute et sans filtre. Elle bondit en avant, pressant son arme contre sa gorge avec une telle force qu'il pouvait à peine respirer. « Est-ce une cruelle plaisanterie ?» siffla-t-elle, ses yeux argentés brûlant maintenant d'une intensité qui glaça le sang d'Eliane. « Vous ont-ils envoyé pour nous railler? Pour porter son visage comme un masque? » « Je ne... » s'étouffa Eliane. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Je l'ai regardé mourir, » cria-t-elle, sa composure complètement brisée. « Je l'ai tenu alors que son sang imprégnait mon armure. J'ai fermé ses yeux. » Chaque phrase était ponctuée par elle, pressant l'arme plus fort contre sa gorge, sa peau bleue devenant une teinte plus profonde sous l'émotion. Juste au moment où Eliane pensa qu'elle allait le tuer, l'expression de l'extraterrestre changea à nouveau. Elle recula brusquement, son arme toujours pointée, mais ne pressant plus contre sa chair. Ses mains tremblaient. « Céris, contrôle-toi, » marmonna-t-elle, parlant clairement à elle-même. « Ce n'est pas lui, ça ne peut pas être lui. » Elle prit plusieurs respirations profondes avant de s'adresser à nouveau à Eliane, sa voix forcément plus calme, mais avec un courant sous-jacent d'émotions à peine contenues. « Ce casque, » dit-elle en faisant un geste avec son arme. « Il appartenait au commandant Kael Davoren, le commandant de la flotte perdue, le dernier espoir de mon peuple. Je l'ai trouvé dans un champ de débris, » expliqua Eliane en grimaçant, alors qu'il libérait finalement sa jambe du métal tordu. « Je suis un récupérateur. Je ne suis pas ce commandant. » L'extraterrestre plissa les yeux. « Alors pourquoi répond-il à toi? Cette interface neurale ne fonctionne qu'avec la signature génétique du commandant. » Avant qu'Eliane ne puisse répondre, le casque parla à nouveau, cette fois en projetant sa voix extérieurement. « Officier tactique Céris identifié. Autorisation confirmée. Le commandant est revenu comme prévu. » L'extraterrestre, Céris, recula d'un pas, son arme vacillant. « Impossible. Je l'ai vu mourir. »« Je ne suis pas lui, » insista Eliane, se libérant finalement de l'épave. Il se leva avec difficulté, les mains levées en signe de paix. « Je ne sais pas pourquoi cette chose pense que je le suis, mais je ne suis qu'un récupérateur de la ceinture extérieure. Mon nom est Eliane. » Céris le contourna lentement, ses mouvements prédateurs et gracieux. « Enlève le casque. » Eliane s'exécuta, révélant pleinement son visage. Céris l'étudia intensément, son expression illisible. « Tu as ses yeux, » dit-elle finalement, « mais tu n'es pas lui. » Le commandant était plus âgé, endurci par la guerre. Elle baissa légèrement son arme. « Pourtant le casque t'obéit. Pourquoi ? » « Je n'en ai aucune idée, » admit Eliane. « Il s'est activé quand je l'ai trouvé, m'a montré des visions. Une bataille, des gens comme vous,
et il n'arrête pas de parler d'une flotte qui est censée être morte. Les yeux argentés de Céris brillèrent. Pas morte, perdue, dispersée, oubliée. Elle fit un geste vers le paysage aride autour d'eux. Ce monde était autrefois notre plus forte colonie. Maintenant, c'est un cimetière. Elle pointa le casque dans les mains d'Eliane. Ce signal que tu as activé est resté silencieux pendant des siècles. S'il diffuse à nouveau, sa voix s'éteignit, un mélange d'espoir et d'appréhension traversant ses traits. Il y a une balise de détresse, confirma Eliane. Le casque m'a montré des coordonnées. Céris resta silencieuse pendant un long moment, pesant clairement ses options. Finalement, elle baissa complètement son arme. « Je vais t'emmener à mon vaisseau, » dit-elle. « Si ce que tu dis est vrai, si la balise est à nouveau active après tout ce temps, je dois voir par moi-même. »« Et ensuite ?» demanda Eliane. L'expression de Céris se durcit. « Ensuite, nous verrons si tu vis ou meurs, humain qui porte le visage du commandant. » Le vaisseau de Céris était caché dans un ravin à plusieurs kilomètres du site du crash. Contrairement au vaisseau de récupération d'Eliane, son appareil était élégant et fonctionnel, clairement conçu pour la furtivité et le combat plutôt que le transport. L'intérieur était exigu mais efficace, avec des commandes similaires à celles qu'il avait vues dans ses visions. « Tu es la dernière ?» demanda Eliane alors que Céris préparait le lancement. « La dernière de ton espèce ?»« La dernière de mon unité », corrigea-t-elle sans lever les yeux de la console de navigation. « La dernière des subordonnés directs du commandant. D'autres ont survécu, dispersés à travers les systèmes frontaliers, se cachant de ceux qui voudraient ne finir ce qu'ils ont commencé il y a des siècles. » « C'était quoi exactement ?» Les mains de Céris s'arrêtèrent sur les commandes. « Le génocide, dit-elle simplement. L'éradication systématique de mon espèce. Nous étions trop différents, trop puissants, trop imprévisibles pour le confort humain. » Eliane sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. « Je ne comprends pas. Si les humains essayaient d'anéantir votre peuple, pourquoi un commandant humain vous aiderait-il » Les mains de Céris se refermèrent en poing, et pendant un moment, elle sembla lutter avec elle-même. Puis avec un mouvement violent soudain, elle frappa du poing la console, laissant une bosse dans le métal. « Parce que Kael Davorin n'était pas un commandant ordinaire, » dit-elle, sa voix épaisse d'émotion. « Il a été créé pour nous détruire, mais a choisi de nous sauver à la place. » Elle se tourna pour lui faire face, et Eliane fut choquée de voir le scintillement de larmes dans ses yeux argentés. « Nous étions en train de gagner, tu sais, avant la trahison, avant que ma surconfiance nous mène dans un piège. » Elle se leva de son siège et se dirigea vers un compartiment de stockage, en sortant un petit conteneur métallique. De celui-ci, elle retira ce qui semblait être un dispositif d'enregistrement holographique. « Je garde ceci pour me rappeler mon échec, » dit-elle en activant l'appareil. Une image teintée de bleu apparut entre eux. Céris paraissant plus jeune, plus vibrante, se tenant à côté d'autres céruliens dans ce qui semblait être une salle de guerre. Et là, au centre du groupe, se trouvait un humain qui aurait pu être le frère aîné d'Eliane, le commandant Kael Davorin. « Les colonies du Nord sont sécurisées, » disait la Céris holographique, son expression confiante, presque arrogante. Les renseignements de l'ancien Vornak suggèrent que les forces terrestres se retirent entièrement des secteurs extérieurs. Le visage du commandant montrait de l'inquiétude plutôt que du triomphe. « C'est trop facile, il nous attire. »« Avec tout respect, commandant, » contrecarra une voix grave hors de portée de l'hologramme. « Nous avons mérité cette victoire. Votre prudence, bien qu'admirable, est inutile. » L'ancien Vornak croit... L'ancien Vornak voit ce qu'il veut voir, interrompit sèchement le commandant. Il est aveuglé par sa haine des humains, mon peuple. Ancien peuple, corrigea Céris dans l'enregistrement, posant une main sur le bras du commandant, avec une familiarité suggérant plus qu'une relation professionnelle. L'hologramme vacilla, puis montra une scène différente, l'après-bataille.
Des corps à la fois humains et céruliens jonchaient un champ de bataille. Céris, ensanglanté et blessé, traînait la forme inerte du commandant derrière un vaisseau écrasé. « J'ai fait confiance à Vornak », dit amèrement la Céris actuelle alors qu'il regardait. « Il nous a promis des renseignements qui changeraient le cours des choses. Au lieu de cela, il nous a menés dans une embuscade. La moitié de nos forces ont été anéanties en quelques minutes. » L'enregistrement montrait Céris berçant la tête du commandant, son uniforme trempé de son sang. « Reste avec moi », suppliait sa voix enregistrée. « Kael, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. » Les lèvres du commandant bougèrent, mais aucun son n'émergea de l'enregistrement. Quelles que soient beaux ses dernières paroles, elles restèrent entre lui et Céris. Elle éteignit brusquement l'appareil, son visage un masque de douleur soigneusement contrôlé. « Il est mort parce que j'étais trop fier, trop avide de victoire. Et Vornak, il a disparu après la bataille, est entré dans la clandestinité avec ses loyalistes. » Ses yeux argentés croisèrent ceux d'Eliane. « Jusqu'à maintenant, apparemment. »« Vornak, dit Eliane. Il est toujours vivant ?»« L'ancien Vornak est bien vivant, » confirma Céris sombrement. « Et s'il découvre que le protocole du commandant s'est activé, que quelqu'un porte son visage et détient son autorité ?» Elle laissa l'implication flotter dans l'air. Vornak n'a jamais pardonné à Kael d'être humain, d'avoir choisi la prudence plutôt que la vengeance. Elle retourna au siège de pilote, ses mouvements précis mais tendus. Et Vornak ne m'a jamais pardonné de l'avoir aimé. Le vaisseau décolla avec à peine un son, accélérant à travers l'atmosphère avec une fluidité que le vaisseau récupéré d'Eliane n'aurait jamais pu atteindre. Une fois qu'ils eurent quitté l'orbite, Céris entra les coordonnées du signal du casque. Elle resta silencieuse pendant longtemps, ses yeux argentés se tournant occasionnellement vers Eliane, comme si elle le mesurait contre une norme interne. Finalement, elle parla. « Tu devrais savoir que là où nous allons, il n'y a aucune garantie de sécurité, » dit-elle. « Si la balise est active après tout ce temps, d'autres l'ont peut-être détectée aussi. Les forces terrestres, les récupérateurs, ou pire. »« Je comprends, » répondit Eliane. « Vraiment ?» La voix de Céris était coupante. « Tu es un récupérateur, pas un soldat. Ce n'est pas ton combat. » Elle fit un geste vers une petite capsule d'évasion intégrée sur le côté de son vaisseau. « Je peux définir des coordonnées pour le poste neutre le plus proche. Tu peux prendre le casque avec toi, le vendre si tu veux, t'éloigner de tout cela. » Eliane cligna des yeux avec surprise. « Tu me fais confiance avec le casque après tout ce que tu as dit sur son importance ?»« Le casque t'as choisi, » dit simplement Céris. « Qui suis-je pour argumenter ? Mais cela ne signifie pas que tu dois accepter ce qui vient avec. » Elle mit le vaisseau en pilote automatique et se leva. « Je vais préparer la capsule. Tu as jusqu'à ce que nous atteignions le prochain point de navigation pour décider. » Fidèle à sa parole, Céris prépara la capsule d'évasion, la chargeant avec suffisamment de provisions pour qu'Eliane atteigne la sécurité. Quand le système du vaisseau annonça leur approche du point de navigation, elle se plaça à l'entrée de la rampe de la capsule. « Dernière chance, dit-elle. Monte sur cette rampe et tu peux retourner à ta vie. Reste et tout change. » Eliane se tenait au seuil, le casque serré dans ses mains. La liberté attendait de l'autre côté. Pas de bataille, pas de responsabilité, pas de politique extraterrestre ou de vendetta ancienne, juste la vie simple d'un récupérateur qu'il avait toujours connu. Il posa un pied sur la rampe, sentant le métal vibrer sous sa botte. Puis il regarda le casque, le double croissant gravé à sa base. Il pensa aux visions qui avaient inondé son esprit, aux souvenirs de bataille et de sacrifices qui n'étaient pas les siens. Lentement, il retira son pied de la rampe et se tourna pour faire face à Céris. Il ne dit rien, mais ses yeux, soudainement résolus, lui dirent tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Céris hocha la tête une fois, une trace de respect dans son expression. « Il faudra environ 14 heures pour atteindre les coordonnées de la balise », l'informa-t-elle. «
Je te suggère de te reposer. Si nous trouvons ce que je pense que nous pourrions trouver, tu auras besoin de tes forces. Pourquoi? Les yeux argentés de Céris croisèrent les siens. Pour prouver que tu es digne de porter ce casque. Eliane essaya de dormir, mais son esprit était trop plein de questions et des nouveaux instincts étranges qui s'étaient éveillés en lui. Il étudia plutôt le casque, traçant les marquages bleus de ses doigts. Occasionnellement, il murmurait des évaluations tactiques ou des fragments de plans de bataille, comme si la conscience à l'intérieur s'éveillait d'un long sommeil. Plus troublants étaient les rêves ou souvenirs qui traversaient ses paupières chaque fois qu'il les fermait. Un ciel bleu déchiré par des tirs de plasma, le poids de la responsabilité pour des milliers de vies, la sensation d'une arme dans ses mains qu'il n'avait jamais tenue, une conversation avec une femme à peau bleue, Céris, mais plus jeune, sur le sacrifice et le devoir. Il se réveilla brusquement d'un demi-sommeil, de la sueur perlant sur son front. Dans le rêve, il était en train de mourir, sentant sa vie s'écouler dans la terre d'un monde extraterrestre, prononçant des dernières paroles dont il ne pouvait se souvenir au réveil. « Suis-je en train de devenir fou ?» murmura-t-il pour lui-même, touchant son visage pour se rassurer de son identité. « Suis-je toujours Eliane ou suis-je en train de devenir lui ?» Cette pensée le terrifiait plus que le drone de défense. Être chassé était une chose. Perdre lui-même, être effacé et réécrit par une autre conscience était quelque chose d'entièrement différent. « Parle-moi de lui, » dit finalement Eliane, brisant le silence qui s'était étiré entre eux pendant des heures. Le commandant, pas seulement ce qu'il a fait, mais qui il était. Il avait besoin de comprendre l'homme dont les pensées semblaient infiltrer les siennes. Céris ne répondit pas immédiatement, et Eliane pensa qu'elle pourrait ignorer complètement la question. Mais finalement, elle engagea le pilote automatique et se tourna pour lui faire face. Ses yeux tombèrent sur le casque dans les mains d'Eliane, spécifiquement sur le symbole grossier à sa base. Elle tendit la main, ses doigts bleus traçant le double croissant avec une douceur qu'Eliane n'avait pas vue chez elle auparavant. « Cela ne faisait pas partie de la conception originale, dit-elle doucement. Il l'a gravé lui-même la nuit avant notre dernière bataille. »« Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Eliane. « Kael Davoran était un clone, continua-t-elle en retirant sa main, créé par le haut commandement militaire de la Terre pour mener la campagne contre mon peuple. Ils l'ont conçu pour nous comprendre, pour penser comme nous, pour anticiper nos tactiques. » Son expression s'assombrit. « Pour exploiter nos faiblesses. » Mais il s'est retourné contre eux. « Il a vu la vérité de ce qu'il prévoyait, » confirma Céris. « Pas le confinement, pas même la conquête, mais l'annihilation complète. » La voix de Céris était stable, mais Eliane pouvait sentir l'ancienne douleur sous ses mots. Il nous a avertis, puis il a fait quelque chose que personne n'attendait. Il a amené une flotte de bataille entière à notre aide. Il a fait défection, dit Eliane, comprenant. Il a tout donné pour sauver une espèce qui n'était pas la sienne, confirma Céris. Nous avons combattu ensemble pendant 3 ans, échappant aux forces terrestres, essayant d'évacuer autant des miens que possible. Elle tapota le symbole sur le casque. C'était sa création. 2 mondes, humains et céruliens, avec un pont entre eux. Pas séparés, pas ennemis, mais connectés. Il croyait qu'aucun ne pouvait survivre sans l'autre. Ses yeux argentés devinrent distants. Dans la bataille finale, il a été mortellement blessé. Son dernier acte a été d'initier un certain protocole, quelque chose qu'il n'a jamais expliqué à aucun d'entre nous. Puis il est mort dans mes bras. Eliane regarda le symbole avec une nouvelle compréhension. Et maintenant, des siècles plus tard, le protocole s'active et me trouve. Ainsi semble-t-il, accepta Céris, le scepticisme évident dans son ton. Bien que pourquoi le plan final du commandant impliquerait un récupérateur des frontières, je ne peux le concevoir. Ça fait 2 d'entre nous, marmonna Eliane. Ils passèrent le reste du voyage dans un silence relatif,
chacun perdu dans ses propres pensées. Eliane essayait de réconcilier les connaissances tactiques qui inondaient son esprit avec son identité de simple récupérateur. Occasionnellement, il se surprenait à analyser les systèmes du vaisseau ou à tracer des stratégies de défense pour des scénarios qu'il n'avait jamais rencontrés, des réflexes qui n'étaient pas les siens. Quand ils atteignirent finalement les coordonnées, Céris ralentit le vaisseau presque à l'arrêt. Devant eux se dressait un champ de débris massifs, les restes de ce qui avait dû être une énorme bataille spatiale. Des fragments de coques tordues et des plateformes d'armes brisées dérivaient dans le vide, un cimetière de métal et de mémoire. « Il n'y a rien ici, dit Eliane, la déception pesant sur ses mots. « Attends, répliqua Céris en manipulant les capteurs. Il y a quelque chose au centre du champ, une signature énergétique, faible mais constante. Elle navigua le vaisseau avec soin à travers les débris, suivant la lecture énergétique. Alors qu'il pénétrait plus profondément dans le champ, une forme commença à émerger de l'obscurité. Un vaisseau massif presque intact, malgré la destruction l'entourant. « Le souverain », murmura Céris, sa voix teintée d'émerveillement. Le vaisseau amiral du commandant. Le vaisseau était énorme, éclipsant le vaisseau de Céris alors qu'ils approchaient. Malgré des siècles de dérive, sa coque demeurait largement intacte, bien qu'assombrie par le temps et les dommages de bataille. Alors qu'ils s'approchaient, des lumières de fonctionnement s'activèrent le long de sa longueur, répondant à un signal du casque dans les mains d'Eliane. « Il te reconnaît », dit Céris en lui jetant un coup d'œil. « Ou plutôt, il reconnaît ce qu'il croit que tu es. » Ils s'amarrèrent dans une baie caverneuse, les anciens systèmes toujours suffisamment opérationnels pour sécuriser le vaisseau de Céris et restaurer l'atmosphère dans la zone immédiate. Alors que le sas se recyclait, Eliane ressentit une étrange sensation de familiarité le submerger, comme s'il avait parcouru ces ponts d'innombrables fois auparavant. L'intérieur du vaisseau amiral était froid et sombre, l'éclairage d'urgence projetant de longues ombres dans les corridors. Leurs pas résonnaient, alors que Céris montrait le chemin, suivant les directives de plus en plus urgentes du casque. Occasionnellement, il passait devant des signes du départ hâtif de l'équipage. Des effets personnels abandonnés, des portes laissées entr'ouvertes, un repas à moitié mangé dans la cambuse du vaisseau. « Où sont tous les autres ?» demanda Eliane, sa voix étouffée dans le calme semblable à une tombe. « Morts ou évacués vers les mondes coloniaux, » répondit Céris. « Ce vaisseau était censé être notre dernier rempart si tout le reste échouait. » Le casque les dirigea vers le cœur du vaisseau, une vaste chambre qu'Eliane savait d'une certaine façon être le centre de commandement stratégique. Alors qu'ils entraient, les lumières s'activèrent automatiquement, illuminant des rangées de conteneurs cylindriques tapissant les murs. Chacun était givré de glace. Mais à travers les surfaces embuées, Eliane pouvait distinguer les silhouettes de corps à l'intérieur. « Préservation cryogénique », souffla Céris en se précipitant vers le conteneur le plus proche et en essuyant le givre. À l'intérieur se trouvait un de son espèce, un mâle à peau bleue, ses traits figés dans une expression de détermination sinistre. « Ils sont vivants », murmura-t-elle. « Des dizaines d'entre eux. » Eliane s'enfonça plus profondément dans la chambre, attirée par un instinct qu'il ne pouvait expliquer. À l'extrémité opposée, séparée des autres, se tenait un seul conteneur. Contrairement aux autres, celui-ci était clair, la glace ayant fondu depuis longtemps. À l'intérieur se trouvait une silhouette humaine, un homme dans la quarantaine avec un visage qui envoya une onde de choc de reconnaissance à travers le système d'Eliane. C'était comme regarder dans un miroir qui montrait une version plus âgée et plus dure de lui-même. « Le commandant », murmura-t-il. Céris le rejoignit, sa main tendant pour toucher la surface du conteneur. « Kael », dit-elle doucement, une richesse d'émotion dans ce seul mot. Eliane fixa le visage du commandant mort, essayant de réconcilier l'homme devant lui avec les visions dans son esprit et le reflet qu'il voyait chaque matin. « Je ne comprends pas.
Je ne suis pas lié à lui. Je ne suis personne. Le casque pense autrement, souligna Céris. Comme pour répondre à ces mots, le casque s'activa, projetant une image holographique entre eux, un enregistrement du commandant lui-même, apparemment fait dans ces dernières heures. Son visage était émacié, strié de sang, mais ses yeux brûlèrent d'un but. Si vous voyez ceci, alors le protocole final a été activé, commença l'enregistrement. Je suis, ou j'étais, le commandant K.L. Davorin, un clone créé par l'armée terrestre pour mener la campagne contre le peuple cérulien. Il jeta un coup d'œil hors caméra comme pour vérifier qu'il était seul. Ce que mes créateurs n'ont pas anticipé, c'est qu'en me faisant comprendre l'ennemi, ils me feraient voir la vérité. Qu'il n'y avait pas d'ennemi, seulement une civilisation que la Terre craignait parce qu'elle ne pouvait pas la contrôler. L'image du commandant vacilla et il grimaça de douleur avant de continuer. Je ne pouvais pas rester les bras croisés et regarder un génocide. Alors j'ai fait défection, amenant avec moi la flotte que je commandais et autant du leadership cérulien que je pouvais sauver. Nous fuyons depuis lors, combattant quand nous devons, nous cachant quand nous le pouvons. Il se pencha plus près de la caméra. Mais je suis en train de mourir, et sans moi, les forces terrestres ne cesseront jamais de traquer les survivants. Alors j'ai créé une contingence, un hôte de signal, quelqu'un qui peut continuer ce que j'ai commencé. C'est toi. C'est toi, murmura Céris à Eliane. Le commandant continua. Toi qui regardes ceci, tu n'es pas mon clone, pas mon enfant, mais tu partages un marqueur génétique unique que mes scientifiques ont isolé. Un marqueur qui, statistiquement, n'apparaîtrait que chez un individu sur plusieurs millions. Le casque a été programmé pour te trouver, pour télécharger les connaissances tactiques dont tu aurais besoin, pour te donner l'autorité de commander ce qui reste de notre flotte. Eliane secoua la tête avec incrédulité. C'est insensé. Je suis un récupérateur, pas un chef militaire. Moi non plus je ne l'étais pas à l'origine, répliqua le commandant holographique, comme s'il anticipait sa protestation. J'ai été créé pour être une arme. J'ai choisi d'être un bouclier à la place. Son expression s'adoucit légèrement. Je te donne le même choix. L'enregistrement se termina, laissant Eliane et Céris dans un silence stupéfait. Finalement, Céris parla. Il a tout planifié, tout cela, même sa propre mort. Elle regarda Eliane avec de nouveaux yeux. Il t'a choisi pour continuer son œuvre. Mais pourquoi moi? Exigea Eliane. Qu'est-ce qui lui fait penser que je suis capable de... Une alarme coupa l'air, dure et insistante. Le casque projeta un affichage tactique montrant plusieurs vaisseaux approchant du vaisseau amiral. Nous avons été trouvés, dit Céris en se déplaçant rapidement vers un panneau de contrôle. Le signal a dû être détecté. L'affichage identifia les vaisseaux approchants. Vaisseau cérulien, classe gardienne. L'expression de Céris passa de l'alarme à la confusion. Mon peuple, mais pourquoi voudrait-il... Parce qu'ils ont reçu le même signal que nous, réalisa Eliane. Mais ils ne savent rien de moi, du plan du commandant. Ils penseront que c'est un piège, accepta Céris. Ou pire, que quelqu'un profane sa mémoire. Elle activa le système de communication. Ici l'officier tactique Céris, code d'identification Sigma 7093. Je suis à bord du Souverain. Ne tirez pas. Une voix répondit presque immédiatement, tendue de suspicion. Céris, nous pensions que tu étais morte. Que se passe-t-il? Nos capteurs détectent un signe de vie humain à bord. Le protocole final du commandant s'est activé, expliqua Céris. J'ai besoin de parler immédiatement à l'ancien Vornak. Il y eut une pause, puis une voix différente répondit. Plus âgée, avec une autorité indéniable qui fit même Céris redresser sa posture. Officier tactique Céris, après toutes ces années, la voix de l'ancien Vornak était douce, cultivée avec un courant sous-jacent d'acier. Je pensais que tu avais péri avec ton commandant humain. J'ai survécu, répondit Céris, son ton soigneusement neutre. Comme vous, ancien.
Oui, j'ai survécu, accepta Vornak. J'ai survécu pour garder notre peuple en vie pendant que tu disparaissais dans le vide. J'ai survécu pour construire quelque chose des cendres de la stratégie ratée de ton commandant. Eliane observa le visage de Céris se durcir, vit comment elle luttait pour garder sa composure. C'était clairement plus qu'un désaccord politique. Il y avait une histoire personnelle ici, de vieilles blessures se rouvrant. Transmission de confirmation visuelle, exigea Vornak. Céris hésita, puis activa le flux visuel. Sur l'écran apparut un autre de son espèce. Plus âgé, sa peau bleue décolorée en un azur pâle, mais ses yeux argentés étaient vifs et pénétrants. Il était vêtu de robes élaborées avec des insignes militaires. Un contraste frappant avec l'armure usée par la bataille de Céris. Malgré son âge, il rayonnait de pouvoir et de conviction absolue. Les yeux de Vornak s'élargirent alors qu'il prenait la scène, Eliane se tenant à côté d'elle. Pour un moment, un choc authentique traversa son extérieur composé. « Qu'est-ce que c'est » exigea l'ancien. « Qui est cet humain ?»« Ancien Vornak » commença Céris. « Ceci est... »« Je peux voir à qui il ressemble » coupa Vornak, sa voix froide mais contrôlée, un regard calculateur remplaçant son choc initial. « Quelle abomination est-ce ? Un clone du commandant ? Une ruse terrestre ?» Eliane fut frappée par le charisme de l'ancien. Même à travers un écran, sa présence était imposante. Ce n'était pas simplement un fanatique. C'était un leader qui avait maintenu son peuple uni à travers des siècles de fuites et de pertes. Sa haine était peut-être mal dirigée, mais elle venait d'un lieu de véritable souci pour son espèce. « Non, ancien !» l'assura Céris. « Ceci est Eliane, un récupérateur qui a trouvé le casque du commandant, le marqueur génétique. »« Foutaise !» rugit Vornak, le contrôle soigneux glissant un moment pour révéler la rage dessous. « Tu amènes cette moquerie à notre vaisseau sacré. Le commandant est mort. J'ai tenu un mémorial pour lui moi-même. Même si je maudissais sa faiblesse humaine, je ne laisserai pas sa mémoire être souillée par cet imposteur. » Il se pencha plus près de l'écran, s'adressant directement à Eliane. « Tu portes son visage, mais tu n'es pas lui. Kael Davorin est mort parce qu'il a refusé de frapper quand la victoire était à notre portée. Sa compassion pour ton espèce fut sa perte. » Ses yeux argentés se rétrécirent. « Je ne ferai pas la même erreur. » Il se tourna vers quelqu'un hors écran. « Préparez les équipes d'abordage. Sécurisez le souverain et éliminez l'humain. Amenez-moi Céris vivante. » La communication se coupa brusquement. L'expression de Céris était sinistre alors qu'elle se tournait vers Eliane. « Nous n'avons pas beaucoup de temps. Ils seront là d'ici quelques minutes. » L'esprit d'Eliane s'emballa. Les connaissances tactiques implantées par le casque offraient plusieurs scénarios de défense, mais aucun ne semblait juste. Il ne voulait pas combattre le peuple de Céris. Plus que cela, il avait passé sa vie à éviter les conflits, méprisant la mentalité militaire qui voyait les gens comme des actifs à déployer et à sacrifier. Maintenant, on lui demandait de penser comme un commandant, de potentiellement mener d'autres au combat. « Nous devons leur montrer l'enregistrement », suggéra-t-il en repoussant les plans de bataille se formant sans invitation dans son esprit. « Leur faire comprendre. »« L'ancien Vornak n'écoutera pas », dit Céris en secouant la tête. « Il a toujours été le plus radical de nos leaders. Il prenait une contre-attaque contre la terre même quand nous manquions de ressources. Il voyait la retenue du commandant comme une faiblesse. » Le casque parla soudainement. « Protocole de sécurité en cours d'initiation. En l'absence d'autorisation du commandant, la flotte sautera vers les coordonnées désignées et s'autodétruira dans 30 minutes. »« Quoi ?» s'exclama Eliane. « Non, arrête ça !»« Impossible de se conformer, » répondit le casque. « Seul le commandant Kael Davorim peut contrecarrer la sécurité. »« Mais je ne suis pas lui !» cria Eliane avec frustration. Les yeux de Céris s'élargirent de compréhension. Les capsules cryogéniques. Il se réveille. En effet,
La glace se retirait des conteneurs autour d'eux. Les occupants commençaient à bouger. Si le vaisseau s'autodétruit, termina Eliane avec horreur, ils meurent tous, avec toute chance de survie pour votre peuple. Le son de l'équipe d'abordage résonna dans le corridor. Les forces de Vornak étaient arrivées. Céris dégaina son arme, se positionnant entre Eliane et l'entrée. « Mets le casque !» ordonna-t-elle. « Essaie encore d'arrêter le compte à rebours. » Eliane s'exécuta, l'interface neurale se connectant avec une montée désormais familière de douleur et d'informations. « Système, annule le protocole de sécurité », commanda-t-il. « Schéma vocal reconnu mais insuffisant », répliqua le casque. « Marqueur génétique confirmé mais incomplet. Commandant Kael Davorin décédé. Sécurité continue. » Les premiers guerriers de Vornak apparurent à l'entrée, armes levées. Céris tint sa position. « Baissez vos armes !» cria-t-elle. « Il y a des survivants qui se réveillent ici. » Les guerriers hésitèrent, prenant en compte la vue des capsules cryogéniques. L'ancien Vornak se fraya un chemin à travers leurs rangs. Son visage âgé était plus imposant en personne, les lignes de siècles de lutte gravées dans ses traits. Il se déplaçait avec la confiance de quelqu'un habitué à l'obéissance absolue. « Qu'as-tu fait, Céris ?» exigea-t-il, sa voix plus calme maintenant, mais d'une certaine façon plus menaçante. Ses yeux balayèrent les céruliens se réveillant dans leur capsule, et pendant un moment, une émotion authentique traversa son visage. De l'espoir rapidement remplacé par la suspicion. Toutes ces années, ils étaient ici, vivants. Il se retourna vers Céris, la rage se construisant. « Tu le savais? Tu savais? Et tu les as laissés dormir pendant que notre peuple était dispersé à travers les étoiles, traqués comme des animaux. »« Je ne savais pas, » répliqua Céris, son arme toujours levée. « Le commandant ne m'a jamais parlé de cette contingence. Il a gardé des secrets pour nous tous. »« Bien sûr qu'il l'a fait, » cracha Vornak. « Parce qu'il ne nous a jamais vraiment fait confiance. N'est jamais vraiment devenu l'un de nous malgré ton affection pour lui. » Il prononça le mot avec un dégoût non dissimulé. « Il nous a sauvés, » répliqua Céris. « Il en a sauvé certains, » corrigea Vornak. « Le reste, il les a menés au massacre avec ses demi-mesures et son refus de frapper directement la terre. » Sa voix s'éleva, passionnée, et Eliane pouvait voir comment cet homme avait retenu des partisans pendant des siècles. « J'étais là aussi, Céris. J'ai regardé notre peuple mourir parce que ton précieux commandant ne pouvait se résoudre à détruire sa propre espèce. » Eliane s'avança, retirant le casque. « Ancien Vornak, s'il vous plaît, écoutez. Le protocole de sécurité du vaisseau s'est activé. À moins que nous ne l'arrêtions, tous à bord mourront quand il s'autodétruira. » Les yeux de Vornak se rétrécirent alors qu'il étudiait Eliane. Pendant un moment, il sembla qu'il pourrait réellement écouter. « Explique, » commanda-t-il. Rapidement, Eliane décrivit ce qu'ils avaient découvert. L'enregistrement du commandant, les céruliens préservés cryogéniquement, le protocole final. « Et tu prétends être quoi ?» demanda Vornak, son ton toujours suspicieux, mais plus ouvertement hostile. Pas le commandant réincarné, mais une correspondance génétique. « Oui, » confirma Eliane. « Je ne comprends pas complètement moi-même, mais le casque a reconnu quelque chose en moi. Assez pour s'activer, mais pas assez pour accorder l'autorité de commandement complète. » Vornak resta silencieux pendant un long moment, réfléchissant. Autour d'eux, de plus en plus de capsules cryogéniques s'activaient. Leurs occupants commençaient à bouger. 22 minutes jusqu'à l'autodestruction, annonça le casque depuis l'endroit où Eliane l'avait posé. Vornak se tourna vers ses guerriers. Sécurisez la passerelle. Voyez si nos systèmes peuvent annuler la sécurité. Puis à la surprise d'Eliane, il s'adressa directement à lui. Si ce que tu dis est vrai, je ne risquerai pas la vie de notre peuple dans une vendetta inutile. Le soulagement submergea Eliane. Peut-être pourrait-il résoudre cela pacifiquement après tout. Les guerriers se déplacèrent rapidement,
se répandant à travers le vaisseau. Vornak resta avec Céris et Eliane, ses yeux argentés constamment en mouvement entre eux. 17 minutes jusqu'à l'autodestruction, mit à jour le casque. Un des guerriers de Vornak revint, son expression sinistre. Nous ne pouvons pas contourner le système, ancien. Il ne répond qu'à l'autorisation du commandant. La coopération momentanée de Vornak s'évanouit. Alors nous évacuons notre peuple et laissons l'humain à son sort. Il se tourna vers Céris. Viens avec nous, officier tactique. Tes compétences sont toujours nécessaires. Nous ne pouvons pas évacuer tout le monde à temps, protesta Céris. Et la sécurité détruira plus que ce vaisseau. Elle est liée à toute la flotte survivante. Alors nous n'avons pas le choix, décida Vornak, sa voix se durcissant à nouveau. Il fit un geste à ses guerriers. Tuez l'humain. Prenez le casque. Peut-être sans son élu, le système se réinitialisera. Les guerriers levèrent leurs armes. Céris se plaça devant, sa propre arme prête. Vous devrez me tuer d'abord, ancien. Qu'il en soit ainsi, dit froidement Vornak. Ton jugement a été compromis par tes sentiments pour le commandant. Cet imposteur a exploité cette faiblesse. 14 minutes jusqu'à l'autodestruction, avertit le casque. Eliane regarda de Céris à Vornak, puis au Cérulien se réveillant. C'était exactement ce qu'il avait toujours détesté dans la pensée militaire. Le calcul froid de pertes acceptables. La volonté de sacrifier des vies pour l'idéologie. Pourtant le voilà, pris au milieu d'un conflit vieux de siècles. Avec des vies en jeu. Le commandant avait fait face à ce même choix, réalisa-t-il. Créé pour détruire, il avait choisi de protéger. Conçu comme une arme, il était devenu un bouclier. Soudain, Eliane sut ce qu'il devait faire. Il se précipita vers le casque, le plaçant sur la tête de Céris avant que quiconque ne puisse réagir. « Système !» cria-t-il. « Reconnais l'autorité de l'officier tactique Céris. » À la surprise de tous, le casque répondit. « Schéma vocal reconnu. Autorisation secondaire acceptée. » Le compte à rebours s'arrêta. Les affichages du casque passèrent du rouge au bleu. Céris se tint droite, le casque du commandant brillant sur sa tête. « Il m'a fait confiance aussi, » dit-elle doucement, s'adressant à la fois à Eliane et à Vornak. « Il savait que je serais là. » Vornak la fixa, sa colère cédant la place à la confusion. Pour la première fois, il semblait vraiment désemparé. « Céris, que se passe-t-il? Qui est cet humain ?»« Pas qui tu penses, » répondit Céris. « Pas le commandant réincarné, mais quelqu'un choisi pour porter sa voix. » Elle se tourna vers les Céruliens se réveillant dans les capsules. « Le commandant est mort, j'étais là, je l'ai regardé mourir. Mais je ne te laisserai pas mourir avec lui. » Elle tendit sa main à Eliane, qui la prit avec hésitation. Ensemble, ils s'approchèrent de la console de communication au centre de la chambre. « Si le commandant t'a fait confiance avec sa voix, dit Céris à Eliane, alors utilise-la pour lui, pour nous tous. » Eliane hocha la tête, comprenant ce qu'elle demandait. Il activa le système de communication à l'échelle de la flotte. Sa voix portait à chaque vaisseau, chaque survivant. « Je ne suis pas le commandant Kael Davorin, commença-t-il, sa voix stable malgré son cœur battant. Je suis un récupérateur nommé Eliane, du bord d'un secteur oublié. Mais par quelques coups du sort, le commandant m'a choisi pour trouver son casque, pour apprendre ses tactiques, pour parler avec son autorité. » Il fit une pause, regardant les visages autour de lui. Des extraterrestres à peau bleue qui avaient tout perdu, combattu pendant des siècles, et maintenant le fixaient avec un mélange d'espoir et de suspicion. À l'intérieur, il sentait l'étrange dualité qui avait grandi depuis qu'il avait mis le casque pour la première fois. Ses propres pensées et les connaissances tactiques du commandant, séparés mais fusionnant, comme deux cours d'eau se joignant pour former une rivière. Quand j'ai trouvé le casque pour la première fois, j'avais peur de me perdre, continua Eliane, sa voix se renforçant. Que le commandant m'efface d'une certaine façon, me remplace.
Mais ce n'est pas ce qui se passe. Il ne voulait pas une autre version de lui-même. Il voulait quelqu'un qui pouvait voir avec des yeux frais, qui n'avait pas été endurci par des siècles de guerre. Il regarda directement l'ancien Vornak, dont l'expression était passée de l'hostilité à une attention réticente. « Je ne peux pas être lui, » continua Eliane. « Je ne prétendrai pas l'être, mais je comprends maintenant pourquoi il m'a choisi. Je peux sentir ses souvenirs, sa douleur, son espoir, mais je peux aussi sentir ma propre détermination, mon propre désir d'aider. Je ne suis pas le commandant Davorin réincarné. Je suis quelque chose de nouveau, un pont entre qui il était et ce dont votre peuple a besoin maintenant. » Il fit un pas en avant, parlant non seulement à Vornak, mais à tous les Céruliens réveillés. Le commandant croyait que différentes espèces peuvent vivre ensemble, que la conquête et le génocide ne sont jamais la réponse, que parfois la chose la plus courageuse qu'un soldat puisse faire est de refuser de combattre. Mais il savait aussi que parfois, vous devez tenir votre position, non pas avec des armes, mais avec conviction. Eliane jeta un coup d'œil à Céris, qui hocha la tête de manière encourageante. La flotte du commandant existe toujours, ses alliés vivent encore, et maintenant ils ont une chance de reconstruire. Pas comme des fugitifs, mais comme un peuple avec un avenir. La voix d'Eliane se renforça, les connaissances tactiques du casque fusionnant avec sa propre détermination. Je ne vous demande pas de me suivre. Je vous demande de suivre ce en quoi croyait le commandant. Un avenir où humains et céruliens se tiennent ensemble, où les erreurs du passé ne sont pas répétées. La chambre tomba silencieuse alors que ces mots résonnaient à travers la flotte. Puis un par un, les céruliens réveillés s'approchèrent, chacun s'inclinant légèrement devant Céris et regardant Eliane avec une acceptation prudente. Même l'ancien Vornak semblait ému, sa rage antérieure cédant la place à un respect réticent. « Tu parles bien pour un humain, » admit-il. « Peut-être y a-t-il quelque chose du commandant en toi après tout. » Au cours des heures suivantes, de plus en plus de capsules furent activées. Plus de survivants se réveillèrent. Les systèmes du vaisseau amiral, en sommeil pendant des siècles, reprirent vie sous la direction de Céris. Eliane se trouva dans l'étrange position de n'être ni leader ni étranger, mais quelque chose entre les deux. Un pont peut-être entre deux espèces, avec une histoire partagée de conflits et de coopération. Alors que l'équipage revitalisé se dispersait pour évaluer les anciens systèmes du vaisseau amiral, Eliane se retrouva seule sur la passerelle. Le vaste centre de commandement, conçu pour un complément complet d'officiers, semblait caverneux avec seulement lui debout en son cœur. À travers le hublot, il pouvait voir la flotte reprenant vie. Des dizaines de vaisseaux s'illuminant après des siècles de dormance, leur lumière de navigation perçant l'obscurité de l'espace, comme des étoiles se réveillant. Devant lui, sur la console centrale, reposait le casque du commandant, son interface neurale silencieuse maintenant, son but apparemment accompli. Eliane le fixa, cet artefact qui avait changé sa vie pour toujours, sentant le poids de l'attente et de l'histoire peser sur lui. Il prit le casque, le tournant dans ses mains, son pouce traçant le symbole du double croissant que le commandant avait gravé là des siècles auparavant. Un pont entre les mondes. Une idée noble, mais conçue à une époque différente, par un homme différent. « Tu es mort, » dit doucement Eliane au casque. « Et j'ai vécu, et c'est la seule vraie différence entre nous. » Il posa délicatement le casque et tendit la main vers un outil de gravure laser d'un kit de maintenance proche. Avec un soin délibéré, il commença à graver dans la surface métallique de la console. Pas 2 croissants cette fois, mais 3 arcs qui s'entrecroisaient, formant un nouveau motif, un symbole de sa propre création. Pas seulement un pont entre 2 mondes, mais une convergence de plusieurs. Le bruit de pas le fit s'arrêter, mais il ne se retourna pas. Il savait qui c'était. « Tu n'es pas obligé de faire ça, » dit Céris derrière lui. « C'est fini. La flotte est sauvée.
Les survivants se réveillent. Tu pourrais partir, retourner à ta vie. Eliane continua à graver, ses mains stables. Et toi? Demanda-t-il sans trace de ressentiment. Que feras-tu? Céris se déplaça pour se tenir à côté de lui, ses yeux argentés reflétant les étoiles au-delà du hublot. Je pensais que je pouvais passer ma vie à honorer les morts, dit-elle après un moment. Vivre pour leur mémoire. Elle fit une pause, sa voix s'adoucissant. Mais je trouve que je veux vivre aux côtés de ceux qui respirent encore. Elle posa sa main sur la console à côté de la sienne. Ni au-dessus ni en dessous, mais au même niveau. Égal. Il n'y avait plus de hiérarchie entre eux maintenant. Aucune ombre du passé dictant leur rôle. Tu ne seras pas une subordonnée, dit Eliane en rencontrant son regard. Et tu ne seras pas la voix d'un fantôme, répondit Céris avec une certitude tranquille. Ils se regardèrent, un moment de compréhension passant entre eux, qui n'avait besoin d'aucun mot. Puis Eliane se pencha en avant et activa le système de communication à l'échelle de la flotte. « À tous les vaisseaux, dit-il, sa voix claire et forte. Ceci est une nouvelle flotte traçant un nouveau cap. Il fit une pause, choisissant soigneusement ses mots. Nous avançons vers un lieu où aucun de nous n'est obligé d'être quelqu'un d'autre, seulement nous-mêmes. Les systèmes de la passerelle bourdonnèrent d'énergie renouvelée, alors que les signaux de confirmation arrivaient de toute la flotte. À l'extérieur, les vaisseaux massifs commencèrent à changer de formation, se préparant au départ. Sur la coque du vaisseau amiral, les équipes d'ingénierie remplaçaient déjà les anciennes insignes militaires par le nouveau symbole qu'Eliane avait créé. 3 arcs s'entrecroisant en harmonie. Alors que les étoiles commençaient à se déplacer à l'extérieur du hublot, Céris parla doucement à côté de lui. « À tes côtés, l'avenir ne semble pas si effrayant. » Eliane sourit, une expression authentique qui atteignit ses yeux. « Tout le monde est terrifié de moi, sauf toi. »« Comme il devrait l'être, » répondit-elle avec l'ombre d'un sourire. « Nous faisons l'histoire après tout. » La flotte accéléra, laissant derrière elle le champ de débris qui avait été sa tombe et son berceau, se déplaçant dans le vaste inconnu avec un but et de l'espoir. Des années plus tard, dans le musée de la coopération interstellaire, une petite exposition attirait une attention particulière des visiteurs. Derrière une simple vitrine reposait une plaque de métal gravée, portant 3 arcs qui s'entrecroisaient. Le premier emblème de ce qui serait connu sous le nom de Flotte Unie. À côté, un enfant humain et un jeune cérulien s'arrêtèrent pour lire l'inscription. Ce n'était pas la flotte du commandant. C'était la flotte de celui qui a refusé de devenir lui et est allé plus loin.